Rêvez-vous de santé, de conquête spatiale, de mobilité? En tout cas, ce que je voulais dire à Francis Rocard, Francis qui est au premier rang. Oui, il faut toujours poser la première question. Moi, j'ai vu un projet un peu révolutionnaire en termes de transport récemment. C'était un TGV qui ne s'arrêtait pas, chinois. Ça vous paraît crédible? Ça me paraît, moi, un peu de la folie, parce qu'au moindre pépin, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un projet chinois, n'est-ce pas, hein? Les Chinois, d'ailleurs, j'ai l'impression, ils veulent montrer qu'ils ne sont pas simplement l'atelier du monde, comme on l'a dit, mais les innovateurs. Oui, non, c'est un train. Donc, je m'y suis intéressé parce qu'il a un intérêt en termes de concept, si je peux dire. En termes techniques, why not, on verra bien. Hein. Mais en tout cas, l'idée est intéressante parce qu'elle renouvelle le concept de station. Hein. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'un des domaines importants dans la mobilité, c'est l'immobile. Enfin, c'est les stations, les interfaces, disons. Hein. Or, là, c'est un train, donc, qui est supposé être très, très rapide. 500 km/h, 1000 km/h même, dit-on. Et une de ces idées, c'est que plutôt que l'ennui pour les trains, si vous voulez, c'est quand même s'arrêter, quoi. Les trains, ils aimeraient ne pas s'arrêter. C'est toujours embêtant de s'arrêter. Alors donc, il y a toujours, moi j'ai étudié ça une fois, il y a une espèce de dialectique du mouvement et de l'arrêt. Et donc les véhicules, ils n'aiment pas s'arrêter. Bon. Alors, on a inventé donc des trains qui ne s'arrêtent pas. En vérité, c'est une très vieille idée qui a une forme même parfois un peu urbaine, amusante. Vous savez, à Paris, les vieux Parisiens ont connu les bus à plateforme. Hein, bon, moi, je ne les ai même pas connus, moi. Et donc, les bus à plateforme restent le rêve du bus. Mais je vais revenir au train. Mais le rêve du bus, c'est le bus à plateforme. Parce que c'est le bus sans arrêt. Enfin, idéalement. Parce que le bus à plateforme, idéalement, on peut courir pour monter dessus alors qu'il ne s'est même pas arrêté. Hein. Bon, c'est pas tout à fait comme ça dans la réalité, mais c'est le rêve du bus sans arrêt. Bon. Alors, d'ailleurs, il y a une autre métaphore qui vient de l'avion, c'est le ravitaillement en vol, c'est la même idée. Bon. Alors, donc, le train chinois, ce train chinois de rêve, c'est un train, vous avez les wagons, là, et puis sur les wagons, il y a une espèce de navette qui est collée au-dessus. Et donc, l'idée, c'est que quand le train s'approche d'une gare, il ralentit un peu, quand même. Il y a la navette qui est dessus, qui se détache et qui s'arrête. Il y a une autre navette qui se recolle, et donc il y a bien eu un module d'échange entre la station et lui, mais lui, il ne s'est pas vraiment arrêté. Bon, donc est-ce que ça verra le jour ou pas? Ça, peut-être sous certaines formes, hein, mais le rêve du train qui ne s'arrête pas est une des utopies du transport, très ancienne, qui continuera à exister et qu'on trouvera sous des formes diverses et variées. Ça me fait penser simplement que la question de la station est une des questions clés du transport. La question de qu'est-ce qui se passe entre le mouvement et le non-mouvement est une des questions clés qui va donner lieu à beaucoup d'innovations. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de recherche et d'innovation sur la façon de ne pas s'arrêter, de s'arrêter, qu'est-ce qu'on fait aux stations, etc. Oui, je pourrais dire que dans l'espace, il y a des concepts tout à fait comme ça, parce qu'arrêter un satellite, c'est encore plus difficile. Mais justement, pour le voyage martien, il y a des concepts de véhicules, des espèces de stations, c'est pas les TGV, qui sont sur une trajectoire qui passe près de la Terre, puis plus tard passe vers Mars, puis repasse près de la Terre. Et puis, il y a des véhicules qui quittent la Terre, les rejoignent, on séjourne là-dedans, ça peut être lourd et confortable. Et puis, quand on approche de Mars, il y a une navette qui se détache, qui va se poser sur Mars, puis d'autres qui repartent, etc. Ça s'appelle des cycling spaceships, des vaisseaux spatiaux cyclés. Et c'est exactement ça. S'arrêter, ça coûte cher. Alors, pour un TGV, sans doute, mais alors pour un lourd véhicule en orbite dans le système solaire, encore bien davantage. Il y a une question, monsieur. Vous n'avez pas de micro. Attendez, il y a quelqu'un qui a le micro derrière vous. Monsieur ou madame, je ne vois pas très bien, excusez-moi. Quelle nation va construire le projet sur Mars en 2040 ? Quelle nation va construire le projet sur Mars ? Comme je l'ai souligné dans cette présentation, j'espère bien que ça ne sera pas une nation. J'espère bien que ça sera international. Et on est quand même vraiment parti dans cette direction. Il y a actuellement un groupe international qui réfléchit à ce que pourrait être la stratégie d'exploration du système solaire.
Et donc, il y a 2 objectifs actuellement, c'est la Lune puis Mars. Et donc, je pense que ça devrait se dérouler un peu comme la Station spatiale internationale a été construite par un groupe de pays, mais par un groupe encore plus large, dans lequel vous auriez en particulier l'Inde, le Brésil, la Chine. Alors la Chine, ça peut être un peu plus compliqué parce que pour des raisons, je dirais, culturelles, pour des raisons historiques, la Chine a manifestement l'ambition d'aller elle-même, sans véritable coopération, explorer au moins la Lune déjà. Mais ça ne veut pas dire que plus tard, elle ne rejoignera pas un effort international. Donc je crois vraiment que cette poursuite de l'exploration de l'espace par les États se fera en coopération avec un modèle. J'ai cité l'Agence spatiale européenne, effectivement, une agence spatiale mondiale. C'est un domaine dans lequel on peut vraiment songer à une gouvernance mondiale. Maintenant, vous pouvez aussi songer qu'en parallèle à ces efforts étatiques, il y a des efforts privés qui aillent beaucoup plus vite. Et il y a un domaine, on peut prendre un exemple quand il s'est agi de décrypter le génome humain. On pourrait penser que c'est assez loin de l'espace, mais vous avez eu 2 efforts. Vous avez un effort étatique, international, même s'il y a assez peu de pays, les États-Unis, l'Angleterre. Et puis vous avez eu un effort privé, justement, mené par Greg Venter, dont on a parlé ce matin, celui qui a créé récemment une cellule synthétique Cynthia, et qui a développé un programme privé parallèle. Alors finalement, les 2 programmes se sont rejoints au bout, mais ce qui se passait, c'est que le programme privé de Greg Venter allait beaucoup plus vite que le programme public. Tout ça a quand même abouti vers 2000 ou 2001, et les résultats ont été annoncés par Clinton et Blair. C'était un grand résultat politique, mais vous pouvez très bien avoir, parallèlement à un effort international dans le cadre d'une agence spatiale mondiale, des investisseurs privés comme Elon Musk qui disent allez, on va installer une base sur Mars. Pourquoi pas? Après tout, l'émulation est excellente. Une autre question de ce côté. Monsieur. Allô ? Oui, c'était seulement dans la continuité de sujet proposé par M. Rocard. En ce qui concerne les trains, récemment, il y avait eu des discussions sur l'installation du TGV dans le Var, le passage du TGV de la LGV, et il y a des questions qui se posaient pour l'amélioration. Et dans la discussion, j'avais fait la remarque que les gens devaient toujours attendre dans la gare le TER et pour prendre ensuite le TGV, et qu'il n'y avait pas d'amélioration de ce côté-là. Parce qu'on pouvait penser pour la SNCF à des améliorations d'ordre mécanique, puisque ce sont des spécialistes de la mécanique, et qu'il n'y avait pas grand projet. Quand on a créé les autoroutes, on a créé des échangeurs qui permettaient la facilité pour les usagers de passer d'une voie sur l'autre. Et aujourd'hui, on a amélioré les trains comme le TGV avec la vitesse, on lui a donné la forme d'un avion, mais il y a toujours le service avec le pauvre client qui attend sur le quai, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, il n'y a pas d'amélioration. Et je crois que c'est un exemple pour dire que dans la continuité des améliorations, chacun a son métier. C'est pas parce qu'on met le poste de radio dans la voiture qu'on a amélioré le service du transport. On a donné un complément, bien entendu, mais il ne faut pas confondre les améliorations d'ordre technologique avec les améliorations de service. Voilà, c'était ma remarque. Merci. Merci, monsieur Jean Jamin. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça rejoint une question plus générale, c'est de ce qui fait valeur dans les transports et de la mobilité. À quoi ça sert et qu'est-ce qui fait valeur. Je ferai le lien simplement avec une chose que vous disiez à propos de l'espace qui m'a intéressé particulièrement, à savoir que les objectifs sont de plus en plus peut-être d'habiter, n'est-ce pas ? Pas forcément d'aller le plus loin possible. Enfin, j'imagine qu'on va vouloir aller loin. Mais l'imaginaire du voyage, enfin pour les transports en tout cas terrestres et urbains, je crois que de plus en plus quand même, on va chercher plutôt à habiter le temps et l'espace d'ailleurs, et pas simplement à aller vite et loin. J'en prends d'ailleurs comme si, je n'ai pas eu le temps de le montrer tout à l'heure, mais il y a un voyagiste célèbre qui s'appelle Nouvelle Frontière. Et ce voyagiste célèbre a changé de promesse commerciale et même de slogan. Et Nouvelle Frontière s'appelle désormais Nouvelle Frontière, Nouvelle Rencontre. Ce qui exprime bien que le voyage, l'idéal du voyage désormais, c'est pas simplement d'aller le plus loin possible, c'est de faire des rencontres avec de l'inconnu. Et peut-être que Mars, après tout, c'est pas très très loin. Enfin, c'est loin, mais
c'est la banlieue, enfin, c'est le plus proche dans le loin. Et désormais, on va vouloir habiter. Et je pense que c'est un peu ça. On va vouloir habiter le temps et l'espace, et c'est vrai qu'il ne suffit pas d'aller vite. D'ailleurs, vous avez raison aussi, il y a différents métiers pour ça. Le métier de la mobilité n'est pas le métier du transport, ou plus exactement, pas seulement. Le métier du transport au sens traditionnel, c'est en effet des trains qui ressemblent à des fusées pour aller vite et loin. Et le métier de la mobilité, c'est tout à fait autre chose. C'est en effet non seulement d'avoir des lieux accueillants et agréables, mais de faire en sorte que le temps ne soit pas perdu. Parce qu'il y a un paradoxe du transport quand même, hein, c'est que plus on va vite, moins on a le temps. Ce qui est normalement paradoxal. En principe, si on va plus vite, on doit avoir plus de temps. Et non. Donc il y a un paradoxe, et j'espère que le 21e siècle va régler ce paradoxe, c'est-à-dire de nous redonner du temps. Vous citiez tout à l'heure le livre Accélération, qui est un livre d'un sociologue et philosophe allemand, Hartmut Rosa, et effectivement, il pointe tout particulièrement ces paradoxes avec nos téléphones portables, où nous pouvons être joignables à tout moment et où nous pensons que nous allons pouvoir gagner du temps. En fait, nous nous rendons compte que notre temps, c'est comme s'il était complètement mangé. Donc, on est dans ce paradoxe et en fait, va se poser la question comment rétablir de la lenteur. Et ça, apparemment, certains sociologues s'en emparent. Et vous essayez de voir comment la réintroduire aussi pour que, au moins, la perception de notre temps ne nous angoisse plus trop. Parce que ce que je crois en vous entendant, et d'ailleurs vous avez tous parlé à une vitesse absolument extraordinaire, ce qui est une sorte de symptôme des temps, on voit que c'est comme si on n'avait jamais le temps. Monsieur Norbert Packel, vous nous avez reparlé de la santé et j'ai eu un flashback par rapport à ce que nous a raconté Thierry Gaudin hier, qui nous parlait des réseaux et qui nous disait que d'une certaine façon, on pouvait pas vider la ville. L'idée n'est pas de les vider. Ces shrinking cities qui sont des effondrements, ça, c'est pas une bonne chose, mais il n'y a pas obligation maintenant de tout concentrer. Vous nous dites finalement exactement la même chose pour l'hôpital. Il va y avoir une possibilité de déconcentration, de délocalisation, d'externalisation. Et dans un premier temps, ce sont aussi des choses qui peuvent d'un côté faire peur et de l'autre côté rassurer. Rassurer parce que c'est plus proche de soi, mais peut-être faire peur parce qu'on se demande est-ce que ça conserve la même qualité, est-ce que c'est tout aussi performant et est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des bugs, comme vous le disiez tout à l'heure, si tout dépend d'un réseau. Oui, vous avez très bien, je crois que vous avez très bien dit les choses. Hein. Oui, effectivement, la concentration qui a eu lieu, elle a aussi des effets pervers. Et tout le monde veut, si possible, éviter. Les réseaux, de toute façon, se constituent. Ce n'est pas un choix de la technique ou du ministre, c'est une réalité sociale. Donc, alors, effectivement, il y a manière et manière. Mais si c'est un réseau humain qui est assisté par un réseau technique, c'est très bien. Bon, effectivement, il ne faut pas faire une confiance. Si c'est simplement, je dis, de mettre dans nos campagnes, en général, comme a dit un directeur d'hôpital, ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens âgés veulent vivre à la campagne et les médecins en ville, de préférence grande, et la côte. Ben oui, bon, ça, effectivement, c'est pas bon. Mais s'il s'agit au contraire de donner à tout le monde d'abord, ça correspond à notre vocation. On a fait ça avec Transpac dans le temps, n'est-ce pas, l'aménagement du territoire, en disant même les tarifs doivent être les mêmes qu'on envoie un message de Nice à Paris ou de Nice à Saint-Tropez. Bon, eh ben, le principe est le même, c'est-à-dire que quelque part, il n'y a rien de parfait, mais si les réseaux humains sont assistés par des réseaux techniques qu'il faut faire relativement redondants et résilients et savoir qu'on ne peut pas compter dessus tout le temps, etc., oui, ça améliore et les gens préfèrent ça qu'au d'être tous un grand CHU. J'aime bien les grands CHU, mais on ne va pas continuer à les grossir comme ça uniquement. Donc c'est vraiment ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, les réseaux, c'est bien l'avenir dans une santé qui est d'ailleurs, comme on est tous chroniques, on pourrait aussi aller tous habiter au CHU. Bah si, je vais pas dire des moments. Georges Amar, très court, parce que nous avons encore une autre question. Trois questions maintenant. Alors, est-ce que vous tenez encore avant la pause? Ils ont l'air. Oui. Bon, alors on continue. Un tout petit mot, non. Simplement, il me semble que j'y connais rien aux hôpitaux, moi, mais on assiste quand même, en gros, quand même, à la mutation de tous les concepts localisés. Un hôpital n'est pas un hôpital. Une ville n'est pas une ville, d'ailleurs. La ville et la campagne, ça ne veut rien dire, parce que la campagne, c'est la ville. Enfin, vous voyez, un métro n'est pas un métro, un bus n'est pas un bus, un téléphone n'est pas un téléphone. On est là-dedans aujourd'hui, hein. Un iPhone, c'est pas un téléphone. On appelle ça un téléphone. Ça n'a rien à voir avec un téléphone. Bon, voyez, il faut se mettre dans cet état d'esprit curieux dans lequel
il y a changement de paradigme de tout. C'est bien pour ça qu'on est là, pour essayer de comprendre. Donc, les questions. Bonjour, qui c'est qui a découvert les exoplanètes? Je ne vous donnerai pas nom, mais je crois que la première, France Regard pourrait sûrement m'aider là-dessus. Michel Maillard. Je vois que la première exoplanète a été découverte, mais j'ai toujours un peu de mal avec ce mot parce qu'on ne les voit pas, ces exoplanètes. Du moins, au départ, on ne les voyait pas vraiment. Ce qu'on voyait, c'était une exoplanète qui tourne, une planète qui tourne autour d'une étoile, et bien provoque de légers mouvements dans la trajectoire apparente vue de la Terre de cette étoile, et on sait, après on est capable de calculer à peu près quelle est la masse et la position de cet astre qui tourne autour de cette étoile. Donc c'est indirect, mais c'est vers 1995 qui a été découverte, et il y a une accélération là aussi, on en est à peu près à 500, et parmi les progrès, c'est qu'on commence à voir des exoplanètes qui passent devant, ça modifie la luminosité d'une étoile, parce que quand ça passe devant, ça diminue très légèrement la lumière que l'on reçoit, et puis on commence à pouvoir analyser la lumière émise par ces exoplanètes, ou du moins émise, et donc on commence à être capable d'avoir des informations sur, elles ont une atmosphère, pas seulement leur masse, leur taille, leur distance à l'étoile, mais aussi un petit peu de s'ils ont une atmosphère, si elles ont une atmosphère, si cette atmosphère contient certains composants, par exemple de la vapeur d'eau. Et puis un jour, on pourrait essayer de voir si cette atmosphère est en équilibre thermodynamique, excusez l'expression, mais l'atmosphère de la Terre, si elle est observée par des extraterrestres quelque part, quand il va voir la proportion d'oxygène libre dans l'atmosphère terrestre, il va se dire il y a sûrement quelque chose de biologique, de vivant sur cette planète. On peut faire la même chose dans l'autre sens. Donc je crois que ça a été découvert vraiment, on pensait qu'il y en avait bien sûr depuis longtemps, simplement en s'inspirant du modèle de formation du système solaire, mais depuis 1995 on en sait qu'il y en a, et maintenant 500, et on en découvre, pas tous les jours, mais presque maintenant, on va en observer de plus en plus, alors on devient plus... Comment dire, ce que l'on cherche maintenant, c'est pas simplement des exoplanètes, c'est des exoplanètes qui ressembleraient à la Terre, c'est-à-dire des astres qui seraient à une certaine distance de leur étoile pour que la température d'équilibre, soit compatible avec de l'eau liquide et donc avec la vie telle qu'on la connaît. Vraiment, c'est une enquête extraordinaire, c'est une aventure fabuleuse, ça. Mais notre but, c'est vraiment de dire, il y a plein de planètes qui ressemblent à la Terre, où une forme de vie semblable à la nôtre pourrait apparaître. Et bien donc, du coup, ça nous laisse penser qu'il y a de bonnes chances que sur certaines de ces planètes, une vie soit apparue. Maintenant, il faut faire attention, l'apparition d'une vie sur la Terre, pendant 3 milliards d'années, il y a eu des bactéries. Seulement des bactéries. Et puis Thierry Godin en a parlé hier. Un jour, ces bactéries ont décidé, excusez l'expression, de se mettre ensemble pour faire des êtres pluricellulaires, multicellulaires, qui ont abouti par l'évolution à ce que nous sommes. Mais pendant 3 milliards d'années sur la Terre, il y a eu une vie, simplement des micro-organismes. Donc ce qu'on veut déjà voir, c'est s'il y a autour des conditions physiques qui permettraient à des micro-organismes d'être apparus. Après, savoir si quelque part une évolution comparable à celle qu'il y a eu sur notre planète, qui a conduit à une évolution d'être de plus en plus complexe, depuis jusqu'aux animaux et puis maintenant à un être, l'être humain qui a créé une civilisation, c'est une autre question. D'ailleurs, vous avez des planches là-bas préparées par les jeunes là-dessus. C'est la question de l'intelligence extraterrestre. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on en est vraiment au stade où on peut progresser vraiment beaucoup, soit par l'exploration d'astres du système solaire, soit par l'étude des exoplanètes, dont ce sujet de la vie extraterrestre. L'intelligence extraterrestre, c'est encore une autre question qui est, elle aussi, sur le plan philosophique, d'une importance extrême et qui est une question que se posaient déjà nos ancêtres du temps de l'Antiquité. Merci Alain Dupas. On peut rappeler que la première exoplanète a été trouvée en Provence, avec l'Observatoire de Haute-Provence. Vous tenez absolument à vos questions et vous êtes capable encore d'encaisser les réponses, vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va, alors faites court. Je reviens à la santé. Alors, on a parlé... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. On a parlé de techniques, des progrès, des organes artificiels dans l'avenir, de toutes sortes de possibilités de nous soigner de loin, des grands progrès. Mais tant que j'ai appris,
la plupart des maladies sont d'origine psychosomatique. Donc, il faut, je pense, surtout étudier l'attitude de l'homme envers son corps et envers la santé. Il y a des gens qui aiment être malades, qui aiment se faire prendre en charge. Il y a d'autres qui travaillent pour rester en bonne santé. Et je pense, plus qu'on prend l'âge, plus la santé est un travail, un effort à faire. Et est-ce que c'est souhaitable de prolonger la vie artificiellement avec des organes, des jambes artificielles et tout? Parce que le sens, c'est quand même la joie de vivre. Alors, quand il n'y a plus de joie de vivre, la santé n'a plus de sens. En un mot, c'était tout à fait le sens de l'interrogation que je posais à la fin. Ce sera des choix, parce qu'effectivement, il ne c'est pas forcément idéal de vouloir à tout prix, même si ça donne... Alors, c'est un choix. Sur le problème dont vous parlez, psychosomatique, effectivement, j'avais tout dit au début, mais bon, j'avais pas beaucoup de temps. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on n'a pas toujours étudié suffisamment. Il y a un point qui me frappe, je dis pour les chercheurs, par exemple. Le grand problème des études sur l'impact des médicaments, c'est toujours d'abord d'éliminer l'effet placebo. D'accord ? Or, il y a clairement des cas où c'est étonnant. On donne à quelqu'un de l'eau, et vous savez que si on donne à quelqu'un... Donc on a plusieurs groupes, et dans un des groupes d'ailleurs, le médecin croit que c'est le médicament, et le malade croit que c'est le médicament. Et ce groupe-là est celui où l'effet placebo est maximum. C'est-à-dire que quand le médecin le croit, et le malade le croit, tous les deux, et bien le médicament est fait. Parce que personne, alors tout le monde dit, on élimine. Moi, j'ai toujours posé la question à mes amis de la recherche, mais pourquoi vous éliminez ? D'accord, c'est quand même formidable. Voilà un truc qui a ralenti la maladie peut-être pendant un moment, sans aucune explication chimique, et vous ne cherchez pas pourquoi ? C'est un effet psychologique très fort, et on sait très bien, et ça les médecins savent tous, que la réaction des malades et l'effet psychologique est aussi important, voire plus, beaucoup plus souvent, que l'effet purement chimique du médicament ou biologique du médicament. Donc je suis tout à fait d'accord, complètement d'accord avec vous, évidemment. Et le choix, comme je disais à la fin, c'est le choix, effectivement, d'une médecine, aussi de relations humaines, comme équilibrant nettement les choix techniques. Monsieur Amar me faisait des confidences sur, on pourrait peut-être pas dire psychologique, mais peut-être même poétique. Pourquoi pas ? Une dernière question. Ça y est. Je reviens à l'espace. Parlez vraiment bien dans le micro, sinon vous je reviens à l'espace. Et il est certain que tout est passionnant, que nous allons aller nous installer sur la Lune, ça ne fait pas de doute, que certainement vers 2040 on ira sur Mars. Les satellites surveillent tout, contrôlent tout. Il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'ils surveillent les dangers extérieurs à la Terre ? Parce qu'énormément d'objets circulent, il y en a énormément. Est-ce qu'un jour, la Terre ne peut pas être visée par un astéroïde plus ou moins gros qui détruise une partie de la Terre ou qui détruise la Terre complètement ? Qu'est-ce que nous avons pour le contrôler et nous en défendre ? Merci. Écoutez, c'est une excellente question et puis c'est un point que j'avais laissé de côté, effectivement. Je pense que si les dinosaures s'étaient posé la question que vous posez, ils seraient toujours là et nous, on ne serait pas là. Je plaisante, mais c'est effectivement ce qu'a dit un très grand astrophysicien et qui était Carl Sagan, la question justement de la survie de l'espèce humaine. Il dit si les dinosaures sont disparus parce qu'ils n'avaient pas inventé la conquête de l'espace. Et bon, ce que je peux répondre à votre question, c'est que l'histoire de la Terre et de la vie sur la Terre démontre que eh bien oui, il y a des catastrophes qu'on appelle des catastrophes cosmiques, des astres même pas très gros. On pense que l'astre qui a frappé la Terre et qui a été cause
de la disparition des dinosaures devait faire de l'ordre de 6 km de diamètre, ce qui n'est pas énorme par rapport à la Terre qui en fait 12 000, mais avec une énorme énergie et une perturbation colossale de l'environnement, la projection dans le ciel d'énormes quantités de poussière. C'est d'une certaine manière le même problème que celui dont a été évoqué tout à l'heure, avec un volcan qui projette des poussières qui empêchent les avions de voler. Ben là, ça a empêché la lumière solaire d'arriver pendant un temps suffisant pour que tous les gros animaux complexes existants sur la Terre, y compris les dinosaures, disparaissent. Donc une bonne partie de la vie terrestre a disparu à ce moment-là. Alors, c'est arrivé les dinosaures il y a 65 millions d'années. Je crois qu'il y a eu une autre très grande catastrophe du même ordre il y a 250 millions d'années, mais il y en a toute une série, certaines ayant vraiment amené la disparition de la plus grande partie des êtres vivants, je ne dis pas dans les mers, mais sur la Terre. Et effectivement, est-ce que ceci pourrait nous arriver ? Oui. Oui. Alors, ça fait partie, vous savez, de ces problèmes. Si on calcule les probabilités, on dit... la probabilité aujourd'hui qu'on soit frappé par un astéroïde ou par une comète est extrêmement faible. Alors, vous posez aussi la question, qu'est-ce qu'on peut faire contre ? Aujourd'hui, disons, les astronomes, les astrophysiciens ont fait des catalogues des objets qu'on connaît, qu'on peut détecter, qu'on appelle des astres proches de la Terre, parce qu'ils peuvent un jour croiser l'orbite de la Terre. Et on a fait des catalogues et on montre que ceux-là, en tous les cas, ne vont pas. Il n'y a pas de risque dans les décennies et même les siècles qui viennent d'une collision majeure. Cela étant, qu'est-ce qui dit que demain on ne va pas apercevoir aux confins du système solaire une comète qui se dirigerait qui serait sur une trajectoire qui un jour rencontrerait la Terre ? Ceci, on l'a observé non pas pour la Terre, on l'a observé pour Jupiter. On a vu une comète qui est rentrée dans Jupiter, c'était un impact extrêmement impressionnant. Et bien sûr, ça peut arriver, mais ça fait partie de... Vous savez, il y a un livre qui a eu du succès en anglais, je ne sais pas, il a été traduit en français, c'est The Black Swan, le cygne noir. C'est à propos justement de l'importance des événements dont la probabilité est extrêmement faible, mais alors les conséquences gigantesques. Comment on en tient compte ? Et bien ça fait partie de ça. La conséquence d'un impact d'astéroïde ou de comète sur la Terre serait colossale, pourrait être colossale. Même, alors il pourrait y avoir évidemment des événements moins importants, comme l'événement comparable à celui de la Tunguska en Sibérie au début du XXe siècle, qui a simplement, dans une zone à peu près désertique, détruit effectivement probablement milliers de kilomètres carrés. Mais la question, c'est ces genres d'événements, comment on en tient compte ? Alors je pense qu'effectivement, une manière d'en tenir compte, en dehors de faire des catalogues, c'est de développer ailleurs, pas une deuxième Terre, mais une deuxième implantation humaine dans laquelle on pourrait conserver, je dirais, l'essentiel de la culture humaine pour éviter que se passe avec notre civilisation ce qui s'est quand même passé largement avec la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, où est-ce que mettre ça ? Ça peut être sur la Lune, ça peut être sur Mars, ça peut être dans une colonie. Il est certain que le jour où l'humanité n'aura plus un seul endroit, mais plusieurs endroits dans le système solaire, ce risque... une partie de ce risque, celui de la disparition complète de notre savoir, notre savoir-faire, de notre civilisation, pourra être préservé. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir des milliards de morts sur la Terre. Mais encore une fois, c'est le genre d'événement dont aujourd'hui on pense vraiment qu'il n'y a pas de risque qu'il arrive, ou si le risque existe, il est très très faible. Bon, c'est très difficile de faire. On ne peut pas faire quelque chose. Je crois que Francis Recard veut ajouter quelque chose à ça. Rassurez madame. On repère les astéroïdes et la courbe plafonne pour tous les objets supérieurs à 1 km. Or, pour avoir un effet dévastateur global sur Terre, il faut un objet supérieur à 2 km. Donc, si on prend tous les astéroïdes supérieurs à 1 km, la courbe plafonne, ça veut dire qu'on les a tous repérés. Et aujourd'hui, aucun ne va venir nous impacter. Et on passe maintenant à une étape un peu plus délicate, c'est qu'on essaie de repérer tous les objets supérieurs à 100 mètres. Alors c'est vrai que 100 mètres sur Saint-Tropez, il n'y a plus de Saint-Tropez. Bon, peut-être même Nice est concerné. Mais vous voyez, au point de vue global, aujourd'hui on peut dire que le danger est égal à 0. Par contre, sur les objets plus petits, 50 mètres, 100 mètres, on ne les a pas tous vus encore, donc on pourrait s'en prendre un tout d'un coup qui arrive, puisqu'on l'a pas.
Oui, mais je veux dire aussi, il y a cette question des comètes, comme la comète Shoemaker-Levy, les comètes... Bon. Mais la probabilité est infiniment Ah, faible. voilà, c'est le signe noir. Eh bien, écoutez, je crois qu'il est l'heure que nous fassions la pause